Hola, hola, hola! Comment ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Alors attendez. Dzień dobry, wszystkim I witajcie na tej transmisji Driftmaster. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. J'espère que vous avez tous compris dans le chat parce que vous êtes tous bilingues polonais. Ceci dit, pour ceux qui n'ont pas compris, bienvenue dans ce live pour débriefer la finale du Driftmaster en Pologne. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout va bien, le micro, le son? Parce que normalement j'ai modifié un peu des trucs au niveau du son, j'espère que c'est mieux. Dites-moi tout. Salut Gauthier. Ah, je suis content de vous retrouver. Je vous avoue que la dernière semaine n'a pas été facile. Entre la récupération et j'ai tapé un méga rhume en revenant de Pologne. C'était génial. J'étais KO plus KO du rhume. Bref. Salut Snow. Salut Ags. Il y a les habitués toujours dans le chat. Bon. On va attendre qu'un petit peu tout le monde s'installe avant de commencer dans le dur. Bon. Demain CFD, hein. Demain on part au CFD. C'est pas du tout le sujet de ce live aujourd'hui, mais en attendant tout le monde, ouais. On a fini le Driftmaster la semaine dernière, là on va finir le CFD cette semaine. Bon, on a déjà les vainqueurs des catégories, mais bon. Ça reste quand même intéressant de voir le reste des classements à la fin. Salut Giorgio. Bon. On va attaquer tout ça. Jérôme Vasseur en wildcard, ça va être génial. Est-ce que ça a été annoncé? Ça a été annoncé? C'est officiel? Je vais regarder ça vite fait. Hop. Parce qu'ils avaient mis le pilote numéro 0. Ah oui, c'est bon. C'est bon, ça a été annoncé. Oui, ça a été annoncé, ouais. Attendez, je vous le mets. Hop. Enfin avec vous. Attendez, pourquoi ça sort de mon PC? Ah, les petits problèmes de son toujours, un plaisir. Est-ce que... Ah, j'ai peut-être pas allumé mon casque. Ça peut peut-être jouer. Ah, c'est bon, c'est mieux. Il sera XAS13 normalement, car elle était en vente. Oui, mais je crois qu'elle est toujours en vente. Donc je pense que ça va rester la même. Non, la Supreme Drift pilotée. Ah bon? Ah bah Snow. Ah, effectivement. Vous le voyez là. Merci à la team pour le prêt de la voiture, Steve Rinzoz, pour avoir accepté de la partager avec Jérôme. Alors du coup, il sera en élite, donc ça veut dire qu'il y aura une voiture qui sera partagée entre élite et pro. Ça va être chaud. Hein. J'avais trouvé, mais j'ai rien gagné. Oui, il y avait un concours. On va voir s'il est rouillé. Vous savez que pendant de longues années, pareil, il a pas piloté. Et quand il avait fait sa wild... Non, pas sa wildcard. Il avait participé à la FIA. La FIA Drift Cup en 2021, je crois. Il avait loué une Z V8 en Lettonie. Et il a envoyé sévère. Hein. C'était pas rigolo. Hein. Franchement, il a du talent. Donc, hâte de voir pour le coup. Hâte de voir. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il... Je sais pas s'il a fait des essais avant, mais je pense pas. Je pense que ça va être direct dans le dur dès les essais. Sachant qu'on n'a pas beaucoup d'essais au CFD. Donc bon. Bon, ceci étant dit,
Ceci étant dit, est-ce qu'on s'attaquerait pas au Driftmaster? Je suis fraîchement revenu de là-bas. Bon les gars, honnêtement c'était un rêve. Hein. C'était un rêve. Le stade plein, l'ambiance. Vous allez le voir, il y a peut-être eu moins d'ambiance qu'on aurait aimé, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Bon, alors... bon, je me suis fait mes petites notes, hein, comme d'habitude. Même tracé, le tracé il a pas changé. Du coup, toujours dans le stade de Varsovie, hein. Le stade PGE Narodowe, capacité de un peu moins de 60 000 personnes. En comparaison, c'est un peu plus grand que le Parc des Princes. Donc c'est un grand stade. Je crois que c'est le plus grand stade de Pologne. Du coup, ils ont refait donc, le circuit qu'ils font chaque année. On aurait pu espérer un petit peu de modification. Après, je me dis qu'il y a eu tellement de recherches et d'organisation pour mettre en œuvre ce tracé en 2023 que, à mon avis, ils n'ont pas risqué de changer quelque chose. Voilà, du coup, même tracé. Par contre, chose qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est la météo. L'année dernière, on avait eu une météo pas catastrophique, mais en fait, ils annonçaient une tempête pendant ce week-end-là, et du coup, par sécurité, ils ont fermé le haut du stade. Et vu qu'ils ont fermé le haut du stade, ils pouvaient plus évacuer la fumée par les voitures, donc ils ont décidé d'arroser la piste. Cette année, ils annonçaient que un petit peu de pluie le dimanche, mais du coup, c'était pas assez, c'était pas une tempête, donc c'était pas grave s'il pleuvait un petit peu dans le stade. Donc ils ont décidé de laisser ouvert complètement le stade pour tout le week-end, et donc on a eu du sec et de la fumée pendant tout le week-end. Et du coup, oui, à la base, il devait y avoir un peu de pluie dimanche, au final, on n'en a pas eu, donc parfait. Ceci étant dit, on arrivait donc fin de saison. Donc on avait Connor Shanahan en tête de liste et Piotr Wisek. Une différence de 12 points, donc ça allait vraiment se jouer à la finale. On a eu beaucoup de wildcards et beaucoup de wildcards étrangères. On en avait parlé dans le dernier live, mais on va vite fait repasser dessus. Hop. Donc on avait 12 wildcards. Les 12 ont été présentes. Il n'y a pas eu de désistement. Beaucoup de pilotes de la Formula Drift, donc Amanda Sorensen qui avait déjà fait une wildcard. C'était où d'ailleurs? C'était où? C'était en Finlande? Je me rappelle plus. Bref, Amanda Sorensen, du coup pour sa deuxième wildcard cette année, qui a fait le Drift Spain aussi cette année. Hiroya Minowa qui a fait la surprise aussi et qui a piloté la S14.9 de Dean, celle qui avait été en Russie. Matt Field, aussi surprise, qui a piloté une des Supra de Drift Force. Ah, il Mondello, merci Snow. Edward Alexander Husa, qui est le vainqueur du championnat norvégien cette année. Adam Elzy, bon, vous le connaissez, qui a repris juste sa E36 européenne avec laquelle il a fait la saison l'année dernière. Joao Barion, aussi qu'on n'attendait pas. Donc le pilote brésilien, il a fait amener sa Mustang en Europe, parce qu'il fera aussi, en plus de la wildcard qu'il a fait là, il fera la FIA Drift Cup, je sais plus quand c'est, en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Łukasz Taziemski, pilote polonais, pas mal connu je crois dans le monde virtuel, je crois qu'il fait pas mal de compétitions virtuelles. Donc lui il fait le championnat polonais et je sais plus s'il est leader du championnat ou si en tout cas il est bien classé. Alexei Olovnia, bon vous le connaissez aussi, Team Trinity. Bartosz Ostalowski, c'est le pilote qui a pas de bras, qui pilote avec les jambes, hyper impressionnant. Konstantin Shurenko, Trinity aussi, Trinity Racing. Alan Heinz, pilote virtuel aussi, bon, enfin, on connaît aussi des bons pilotes dans le réel, mais ce qui n'avait pas sa S13. Non, attends, pardon, c'est une S14. S14 avec un avant de S13, bref, c'est compliqué. Il avait la S15 qu'avait construit Dean et qui avait fait un jeu concours. Et finalement, elle a été récupérée par Lucky Days,
la marque Lucky Days Competition, et du coup, Alan Hines l'a loué à eux. Tellement de respect pour ce gars, il pilote mieux que les pilotes valides. Ah oui, pour Bartos, oui. Oui, non mais impressionnant. Bon alors, du coup, ça n'avait pas été ouf ce week-end, mais oui, il fait le championnat polonais en Pro 2, et il est vachement impressionnant. Et pour finir, Timu Asumna, qui est un pilote finlandais qui a déjà fait je crois que c'est sa 3e wildcard cette année, mais qui a jamais réussi à se qualifier. Vu qu'il fait 3 wildcards cette année, je pense que ça va être un pilote qui sera pris pour l'année prochaine. Je pense que c'était pour les organisateurs, ils voulaient le tester un peu. Donc on verra ça. Ça, c'était pour les wildcards. Est-ce que j'ai noté quelque chose? Ah oui, dans les pilotes qui n'avaient pas leur voiture habituelle, on avait Timu Peltola. Vous savez, le pilote Black Smoke avec le Touring Diesel. Cette fois, il l'a amené, mais il n'a pas conduit celle-là. Alors, est-ce qu'il considère qu'elle n'est pas assez compétitive? Est-ce qu'il considère que c'était pas la meilleure caisse à amener pour le stadium? Il a pris ce qu'ils appellent la Baby Benz, pardon. On va aller regarder ça. Black Smoke. C'est tout simplement c'est la caisse d'un de ses potes. C'est celle-là. Est-ce qu'on a de photos? Non, on n'a pas plus de photos, super. Voilà, je vais lui mettre son passage là. C'est aussi un diesel, mais le gabarit est plus petit. Est-ce que du coup il préférait ça? J'ai trouvé que c'était quand même mieux. Mais on sent qu'il manque encore quelque chose. Elle lui va mieux la Baby Benz, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça se déplace quand même mieux. Et aussi, on a eu Bagzi Biagioni qui a pris son ancienne S13. Son ancienne PS13, pardon. Bagzi... Hop, il est là. Bagzi, vous savez, d'habitude, il a cette GT depuis cette année. Mais ouais, il s'en sort pas très bien. Et du coup, là, il a voulu assurer le coup. Il a pris sa PS13 avec laquelle il a fait beaucoup de podiums. Donc voilà. Oui, ça j'ai marqué. Et je pense que vous l'avez peut-être vu passer. On a un pilote qui nous a fait une folie. Ce week-end. En gros, à la fin... Pardon, je suis en train de chercher en même temps. En fait, au moment du briefing des pilotes, apparemment, ils auraient expliqué que ils évalueraient non pas la proximité du pare-choc avec les murs, mais plutôt de la roue arrière avec les murs. Ce qui veut dire que les pilotes avec un long porte-à-faux arrière, ils auraient été désavantagés. Moi, ça m'étonne un peu qu'ils aient dit ça, mais bon, apparemment c'est le cas. Et du coup, il y a un pilote qui l'a pris premier degré, qui l'a pris un peu mal, et du coup, il a fait ça. Vous reconnaissez Ainonen, sa S13. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque là à l'arrière? Il a complètement raccourci l'arrière de la voiture. Regardez de près là. En fait, il a tout coupé, et en plus c'est du carbone. Hein. On le voit, il a tout coupé. Pour tout rétrécir à l'arrière. Du coup, ça... Bon, alors là, on voit pas la voiture en entier. Ça, c'est une photo que j'ai prise du week-end. Ça lui donnait un look horrible. Franchement, c'était ignoble. Alors du coup, je me dis, pour en arriver là, c'est que peut-être qu'il avait comme projet de changer de kit, peut-être de voiture, on sait pas, peut-être l'année prochaine. Ça, pour le coup, on le verra que pendant l'intersaison, mais franchement, c'est assez drastique, comme on peut dire. Franchement, ça m'impressionne. Les mecs, ils sont prêts à aller loin. Bref, et du coup, en plus, on voit derrière la caisse de Örjan Nielsen qui était bien défoncée aux essais. Bref. Bon, du coup, rien de vraiment marquant pendant les essais. On a eu quelques accrochages, genre justement Örjan Nielsen qui a spin
devant... C'était qui? C'était Falvi. Voilà, petit accrochage. Il n'y a pas eu de gros crash. Il y a juste... bah, des fois, il y a des pilotes qui arrachaient un peu l'arrière de la voiture, mais sinon, il n'y a pas eu une énorme crash. En tout cas, ce jour-là, le samedi, par contre, avant les battles, on a eu un gros crash de Poitalaxo et Rintanen. Là, il y avait vraiment eu la caisse complètement défoncée. Qui est sur Driftmaster. C'est ça. La caisse, c'était une compacte. Voilà, clairement. C'était une compacte. Et oui, il y avait eu le crash avec Rintanen. Rintanen, ça allait encore, la voiture avait pas trop de problèmes. Sachant qu'en plus, c'était un crash provoqué par Rintanen. Mais du coup, ouais. Et Talaxo là. Mais bon, après, ils ont réussi à réparer, tout allait bien. Alors, passons aux qualifications. Passons aux qualifications. Je vais vous mettre le passage P1 si je le retrouve. Non, il va être plutôt par là. Voilà, parfait. Du coup, à la surprise de tout le monde, enfin, en tout cas à ma surprise. Hop. Surprise de tout le monde, c'est Jakub Kroll qui remporte les qualifs avec un 98. Donc vachement surprenant, sachant que juste avant on avait eu... Non, après pardon. Après on avait eu Dean qui refait premier. Ensuite Visek qui refait premier. Et au final, non, c'est Kroll qui reprend l'avantage. Mais ouais, très très beau run. Du coup voilà, Kroll P1 98, Visek P2 97.2 et Dean aussi à 97.2, mais du coup troisième. Petite anecdote, cette année, pour être qualifié à cette manche, il fallait avoir au moins 88.5. Alors du coup, c'est énorme, mais pour se rendre compte, par rapport aux autres manches, la manche d'avant, donc Ferropolis, il fallait 86 pour être qualifié. Et une manche déjà où on sait qu'il faut, vraiment des bonnes notes et où les notes montent très vite parce que les pilotes connaissent le circuit. Pour se rendre compte, l'année dernière, en 2024, à la finale, il fallait un 83.5 et en 2023, un 83. Donc quand même une grosse augmentation. Hein. Je pense que c'est le plus gros score minimum qu'on a eu pour se qualifier. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon des qualifs? Bah évidemment Jason Banet qualifié P13 avec un 94.7. En vrai il nous a fait peur parce que sur son premier run, est-ce qu'on se mate les deux runs? Hop, bah voilà, je suis tombé dessus. Son premier run, il était bien, mais ça manquait quand même d'agressivité. Et pour en avoir parlé avec lui, effectivement, il y a eu un peu de stress, ce qui en vrai est compréhensible. Hein. Là, on voit, il met beaucoup d'angles au déclenchement, parce que ça, déjà, ça joue beaucoup sur sa note. Beaucoup de stress, forcément. Mais ça, en vrai, ça reste un beau run. Mais je sais plus exactement combien il fait, quelque chose dans les 70 peut-être. Mais en fait, juste avant son deuxième run, il était 33ème. Il venait de se faire éliminer des qualifications en fait. Donc il avait pas le choix d'améliorer son score. Juste avancer pour savoir combien il avait eu. 87. Ah oui, donc en fait, ouais, non, en vrai c'était un très bon score. Et du coup 87 c'était même pas assez pour se qualifier. Donc c'était chaud. Deuxième run. J'étais trop loin. Voilà, deuxième run de Jason. Donc là clairement, là c'est beaucoup mieux. Et encore il se fait un peu peur. Hein. Regardez sur le clip inté, il arrive tellement intérieur qu'il frotte. Et pour l'avoir vu en vrai, on a cru qu'il avait tapé. Et en fait non, même pas, c'est juste le pare-choc qui s'est déformé. Mais ça n'a pas modifié sa glisse. Bon du coup forcément les juges ils ont adoré. Ils ont adoré l'engagement. Mais bon du coup c'est assez drôle de voir à la fin Jason qui
Et en mode pas ouf, alors que si c'était un très bon run. Et du coup voilà, 94.7. D'autres pilotes qui ont été marquants. Minoa avec une caisse qui est pas la sienne et le jet lag, enfin tout ce qu'on veut, bref, il n'était pas avantagé clairement. 95.5 pardon, 8ème avec la caisse de Dean. Heinz, en vrai qui est habitué au très bon score quand il fait des qualifs, 94.5. Tajemski, aussi 94.5, ça c'est... Je l'attendais pas à ce niveau-là. Matfield, faut qu'on le montre. Il nous a sorti un deuxième run. Est-ce qu'on en parle que, du coup, Matfield, il a loué la voiture à Yves Meyer. Enfin, c'est pas celle à Yves Meyer, mais c'est une des voitures qui est sortie de l'atelier d'Yves Meyer, donc c'est un peu la même chose. Et est-ce qu'on en parle qu'il a fait des meilleurs qualifs que Yves Meyer? Je le retrouve, évidemment. Il est là. Hop, c'est là. Coup de Oli. Regardez-moi ça. Et franchement, alors là du coup, c'était un nouveau build, elle venait d'être finie, donc franchement, là on peut dire que Drift Force ils font quand même des bonnes voitures, hein, parce que elle a l'air bonne à conduire. Pourtant on sait que les Supra c'est pas facile, hein. C'est pas facile à régler. Franchement, ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Ça confirme ce qu'il pensait, une Corvette et une Supra ont un comportement similaire. Bah du coup, je sais pas s'il en a parlé. Et du coup, oui, effectivement, c'était son idée un petit peu, le fait que les Corvettes sont pas très agréables à conduire apparemment de base. Le fait que, bah, forcément, il y a un long capot, on est plutôt sur l'axe arrière par rapport au point de rotation de la voiture. Et bah oui, finalement, en fait, ça a l'air d'aller plutôt bien. Il a l'air d'avoir trouvé plutôt le bon fit avec cette voiture. Pour autant, du coup, à la place de Yves Meyer, j'aurais un peu la goutte au front. Hein. Bon, après, c'est pas un inconnu, hein, Matfield, attention. Mais bon. Matfield, du coup, voilà. 92.5. À 92.5, t'es qualifié 23ème. Ça fait mal quand même. Et du coup, dernière wildcard qualifiée. Adam Elzy, 89.5, 29ème. Il a eu chaud aux fesses. Du coup, sur les 12 wildcards qu'il y avait ce week-end, il n'y en a que 6 qui ont été qualifiés. Je vais juste faire une mention honorable pour, si je le trouve. Ah voilà. Mention spéciale pour Joao Barion, qui vraiment m'a explosé les oreilles tout le week-end. Il avait clairement la voiture qui faisait le plus de bruit et je vous dis pas dans l'enceinte du stade avec la résonance. Et alors c'est pas comme au CFD on a beaucoup de restrictions sur les échappements. Au Driftmaster il y a pas ça. Et clairement là le V8 de Joao Barion, il était en full tube. C'était une boucherie. Franchement, j'ai migraine à la fin de la journée, vous imaginez pas. Bref, on va passer au flop des qualifs. Les déceptions un peu de ces qualifs. On a eu Peltola qui s'est pas qualifié, et je crois qu'il s'est pas qualifié de la saison. C'est pas sûr, hein. Mais il me semble qu'il s'est pas qualifié de la saison. C'est une saison vraiment compliquée pour Peltola. Est-ce que je peux trouver un passage de lui? C'est une saison vraiment compliquée parce que, enfin, surtout Peltola, entre guillemets, c'est un pilote compliqué parce que c'est le genre de pilote où on sait pas trop. Ah, il est là. C'est le genre de pilote où
on ne sait pas trop comment est-ce qu'on doit les juger. En fait, on sait qu'ils ont une voiture pas vraiment compétitive à l'échelle des autres pilotes. Pour autant, on sait que c'est vraiment un job de développement en fait ce qu'ils ont. Donc c'est dur de juger est-ce que c'est le pilote, est-ce que c'est la voiture, est-ce que on voudrait continuer à voir, parce que franchement c'est cool de voir un diesel au Driftmaster, c'est quelque chose qui est original et que personne fait et bah, ça peut aider au développement des diesels de compétition. Donc en vrai c'est intéressant. Maintenant, est-ce que bah, il a le niveau pour être là et est-ce que oui, il participe au spectacle et en même temps, bah, des pilotes qui n'ont pas le niveau, c'est pas ça qu'on veut non plus. Du coup, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? C'est une bonne question. En tout cas, est-ce qu'il faudrait pas déjà changer de châssis comme il l'a fait là à la dernière manche? Est-ce que son touring, enfin, je sais pas si on dit touring pour les Mercedes, c'est une bonne question ça. En tout cas, pour son break diesel, on sait déjà que le châssis est pas compétitif, mais alors du coup, en rajoutant un moteur à la fois non compétitif et surtout extrêmement fragile, hein, il en a cassé je ne sais pas combien cette année. Donc, est-ce qu'il faudrait pas déjà améliorer point par point tout ça? Moi j'aimerais bien déjà voir une saison complète, voilà, soit avec celle-là, soit avec un autre châssis encore plus compétitif. En vrai, je vois ça me paraît bien. Après, du coup, voilà, le niveau était tellement relevé ce week-end, mais bon, on attend plus. Fionn Roach, clairement pas la saison qu'il voudrait, toujours pas le niveau auquel on l'attend. Alors je me rends compte que vous entendez pas le... C'est mieux là Biaggioni, qui avait pris sa PS13 justement pour être plus compétitif, et bah ça a pas porté ses fruits parce qu'il est pas qualifié non plus. Surprise, Itai Sade, pas qualifié. Alors que lui il fait justement une saison pas mauvaise, je sais plus à combien il était du classement général, mais bah, clairement coup dur pour lui. On le voit à l'écran, Zalewski, je vais en profiter justement. Zalewski qui a fait quasiment aucune manche cette année. Il expliquait que c'était plutôt des problèmes budgétaires. Et là, il a décidé de faire la finale devant bah, du coup son public national. Mais du coup, bah, au final, ça a été vraiment la déception parce que, alors du coup, même pendant les essais, on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment le niveau auquel on l'attend. Forcément, après, il n'a pas conduit de l'année. Mais du coup, là, il a eu des problèmes d'embrayage où en fait la voiture patinait énormément. Donc en fait, il avait pas d'embrayage de rechange. Du coup, et bah voilà, ça donne un double zéro. Je continue. Yves Meyer, comme je le disais, du coup, Matfield, lui, a réussi à bien se qualifier. Yves Meyer. Alors, du coup, il y a Snow qui disait quand même que Meyer était meilleur cette année. C'était mieux quand même cette année pour Yves Meyer, mais du coup, pas assez pour cette manche. Joao Barion, je l'ai dit tout à l'heure, pas qualifié. Et la Coco, là pour le coup, c'est un pilote qui fait la saison complète. Et pareil, assez décevant au final cette année. Pour un pilote qui est quand même expérimenté, là on dirait qu'il n'était pas prêt pour une saison de Driftmaster. Peut-être que c'était trop pour lui. À voir s'il sera là l'année prochaine. Amanda Sorensen pas qualifiée. Zalewski on l'a dit pas qualifié. Zakouril qui casse son moteur en compétition. Enfin en qualification pardon. Et pourtant il n'a pas eu de problème pendant les essais. Donc là c'est vraiment cruel. Ouais, Zakouril qui avait pas eu de problème pendant les essais et là il arrive aux qualifications et il casse direct le moteur. Donc clairement c'est triste, surtout que bah, c'est sympa son moteur 4 cylindres, le projet est pas mal donc on aurait vu en voir plus. Je sais pas combien il a cassé de moteur au total dans la saison, je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 8. Ouais, c'est Greg. Ah, j'ai pas vu, on a eu... Oh, Light en Arc qui a suivi, merci beaucoup. Merci Light. Bah, bienvenue sur ce live.
Je disais oui, du coup, Zach Ouril, ouais, assez décevant pour le coup, mais j'espère qu'il va fiabiliser les moteurs pour l'année prochaine, parce que c'est quand même un projet plutôt cool et qui pourrait inspirer beaucoup de monde. Et pour finir avec les non qualifiés, Dave Egan avec la Supra. Du coup, il a repris la Supra sur cette manche parce qu'ils ont cassé la PS13. Du coup, il est revenu avec la Supra, mais au final, c'était pas encore le niveau qu'ils attendaient. Sur le premier run, ça manquait d'agressivité, et sur le deuxième, parfait. Alors là, c'est le son. Ah non, c'est son deuxième run. Bah, du coup, on va voir. Sur son deuxième run, il a sa vitesse qui s'est mal enclenchée, de ce que j'ai compris. En gros, le lecteur numérique de la vitesse a switché à neutre. Donc voilà, ça fait un 0. Et du coup, ça fait pas de qualification pour Dave Egan. Saison compliquée, c'était un pari pour lui. Je pense qu'on en reparlera à la fin du live quand on fera un peu le bilan. Mais ouais, est-ce que c'était pas un peu trop pour cette année? Qu'est-ce qui sera fait pour l'année prochaine? Pour ce qui est des showdowns, vous savez, le truc qu'on oublie à chaque fois et que c'est là après. On va se mettre la battle juste avant. On a eu un Dean contre Visek, clairement qui était la finale avant la finale, ou la finale qu'on n'a pas eu. Du coup, ouais, James Dean a gagné les qualifs showdown, donc ça lui fait 4 points dans sa poche. Et du coup, donc ça, c'est pas la finale, c'est le quart de finale, mais pendant ce passage-là, on a Visek qui vient mettre un contact et qui casse son triangle de direction et du coup qui spin. Mais bon, tant qu'il a pas explosé la caisse comme en Espagne, ça va. D'ailleurs, oui, Snow en parle bien, et justement, je l'avais noté. Visek, qui jouait encore le titre à ce moment-là, devait tout mettre en son pouvoir pour rattraper Shannon, parce qu'il n'y avait que 12 points de retard et donc chaque point compte. Lui qui avait dit qu'il ne participerait pas au Qualif Showdown, finalement il est revenu sur sa décision pour la finale. On peut le comprendre. Pour jouer le titre, c'est compréhensible. Du coup, ouais, Visek qui a fait les Qualif Showdown et qui a pris 2 points, je crois. Voilà. Et du coup, donc Dean gagne les Showdowns. Et au total des points, après ces qualifs, on a Visek et Shanahan, Connor, exactement au même nombre de points avant d'entrer dans les top 32. En vrai, en termes de scénario, pour entrer dans ces top 32, c'était parfait. Chacun a 390 points. Clairement, celui qui allait le plus loin gagnerait le championnat. Donc c'était assez idéal. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au top 32. Je change un petit peu ma page. J'étais trop hypé après les qualifs, mais déception ce top 32. Et oui, on va y venir. Je me prends un peu de houli avant parce que ça va être assez dur à avaler. Passons au top 32. Ils ont publié ça là. Alors, revivons cette dure déception ensemble. Alors que Piotr Visek avait contre lui Espenrod. Espenrod qui est quand même en montée, entre guillemets, enfin en tout cas en grosse progression. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Mais du coup, bon, même si c'est un bon pilote, on attendait quand même une victoire assez simple de Visek. Du coup, en vrai, le run en lui-même est magnifique.
Il fait un très bon lead, Visek. Jusque là tout va bien. Et sachant que pendant les essais tout avait été bien. Il avait juste spiné à un moment. Qui est assez pas souvent pour Visek. Mais sinon tout allait bien. Il a fait des scores de fou en qualif, deuxième. Donc tout allait bien. Et voilà. Tout se joue ici. La voiture coupe à la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, on sait déjà que c'est fini. Il a perdu son championnat pour Connor Shanahan. La désillusion, et je vous parle pas la désillusion quand j'y étais. C'est ce monde est cruel, comme Vald pourrait le dire. Ce monde est d'une cruauté. Piotr aurait mis plus de 1 million d'euros pour développer la Supra. Oui, on est plus aux alentours de... Moi j'ai entendu au-dessus de 2 millions. Mais après c'est en comptant tout. Sachant que maintenant ça fait 2 saisons et demie qu'il l'a. Sachant qu'il a développé. Il a toujours 2 châssis avec lui toute l'année. Il a un 3e châssis pour l'entraînement. Donc en fait, au lieu de développer une voiture comme peut le faire un pilote lambda, lui il en a déjà développé 3, dont un châssis qui a été complètement cassé en Espagne. Et du coup, du fait que là Piotr perd sa battle, ça a automatiquement donné la victoire à Connor Shanahan. Ça, je m'attendais à ce que ce soit comme ils sont à égalité, il faut attendre que Shanahan gagne sa battle pour être sûr qu'il gagne. Mais en fait, non. Apparemment, selon le règlement, comme Shanahan aurait fait une meilleure saison. Ou alors j'ai mal compris, hein, ça se trouve, c'est une autre explication, peut-être que vous avez l'explication. Mais de ce que j'ai compris, comme c'était, enfin de ce qu'on m'a dit en tout cas, comme il avait fait une meilleure saison, c'était directement lui le gagnant du championnat. Que je trouve un peu triste, parce que du coup ça nous aurait fait vibrer un peu plus longtemps. Mais franchement, ça a mis une giga clim dans tout le stade. Et bon voilà, du coup à partir de ce moment-là c'était fini. Mais ça a mis une giga clim dans le stade. Franchement, je sais pas comment est-ce qu'il arrive à rester de marbre. Et après, que c'était, enfin une fois que c'était fini, on le voyait dans les paddocks, il était là à signer des autographes, à parler et tout, donc impressionnant. Moi, je serais allé me mettre dans mon camion en train de pleurer. Hein. Mais du coup, voilà. Connor Shanahan, champion du Drift Master 2025. Après donc c'est son 2e titre après 2023. Mais bon, pas la façon dont on aurait aimé voir, sachant qu'ils étaient censés se rencontrer en top 8. Mais du coup, ça n'aura pas été jusque là. Qu'est-ce qu'on a eu pendant ces top 32? On a eu Minowa éliminé, il a eu un petit contact avec le mur. En plus, pendant que je suis en train de parler justement que Shanahan n'avait même pas besoin de gagner son battle pour être sacré champion, le pire c'est qu'il y a eu One More Time. Si je le retrouve. Est-ce que je l'ai passé? Non? Ah, c'est là. On a eu un One More Time entre Shanahan et Matfield. Franchement, Matfield, nouvelle caisse, bonne qualif, et ensuite il fait un One More Time avec le champion du Driftmaster. Ça va quoi. En vrai, en termes de. Pour prouver. D'ailleurs, là il y a un petit regrip. Hein. Non? J'ai du mal à comprendre du coup, parce que j'ai pas eu le temps de tout revoir hein, cette semaine. Comment est-ce qu'il avait pu y avoir One More Time alors qu'il a quasiment regrip? Il a regrip. C'est que peut-être que Connor a fait une grosse erreur derrière. Mais bon, très solide. Mais du coup, Shanahan a quand même gagné son battle au final. Je pense que vous l'aviez compris. Et dernier point fort de ces battles, c'est
Hop, je vais le mettre là. C'est notre Jason. Enfin, c'est pas vraiment lui qui a fait en sorte que ce soit un point fort de ses top 32, c'est plutôt son adversaire, donc Thorn Arn Kavia. Il y a eu qu'une moitié de ce battle. Il y a eu qu'une moitié de ce battle. Au final, Jason en compétition a pas fait de chase à ce round, seulement aux essais. Mais du coup, ouais, très beau lead de Jason. Et Kavia qui était clairement en mode One Life tout donné. En vrai, c'est ce que Kavia fait tout le temps. Hein. Mais du coup, Kavia, c'est quand même le pilote où on est en mode, il peut gagner. Enfin, en fait, il peut gagner contre tout le monde, mais aussi il peut perdre tout seul bêtement. Et du coup, bah là, pardon. Et du coup, bah là, crash de Kavia. Et au début, on pensait juste qu'il s'était un peu rentré dans le mur, et au final, la caisse était défoncée. Quand on le voit monter sur la dépanneuse, tout le côté droit est défoncé. Kavia, c'est soit une dinguerie, soit un crash. Ouais, exactement. En fait, c'est 102%. Il donne tout. Et soit ça passe, soit ça casse. Voilà, simplement. Et du coup, bon, bah ça fait les affaires de Jason, même s'il aurait pas préféré gagner comme ça. Il l'a dit pendant la pause des top 32, pendant qu'on était au paddock. En fait, lui a pas gagné, c'est plutôt Kavia qui a perdu. Mais bon, pendant ce temps-là, Jason fait un très bon lead, donc c'est bon. Voilà, c'est terminé pour les top 32. On va passer au 16. Hop. Je vais récupérer. Hop. Alors on a eu pendant les... Je sais pas si ça devait pas être en live à ce moment-là. Non, c'était pas en live à ce moment-là. Mais du coup, la parade des top 16, donc ça c'était pas en live. On a eu une demande en mariage de Spozob, le pilote de la S15 Violette, qui a demandé sa copine en mariage. Et du coup, j'imagine qu'il aurait préféré être pris dans les top 16. Mais du coup, il était pas avec sa voiture, quoi. Mais ça aurait été beau s'il avait été pris en top 16. Du coup, les top 16, premier truc marquant, on a eu le plus gros crash de ce week-end. Qui était au tout début. Qui était là. On avait un Alan Hines contre Clint Van Hort. D'ailleurs, Clint Van Hort qui avait dégagé Clint Van Hort qui était qualifié 32ème et qui a éliminé Kroll qui était qualifié premier. Donc grosse perte déjà. Alors, du coup ça arrive direct, juste après le premier virage. En fait, Clint Van Hort se retrouve dans la fumée de Alan Hines. En fait, on voit là, il vient un peu derrière. Et en fait, il donne le pari. De se dire, bon, je vois rien, mais je vais pas abandonner. On va dire que la transition est là. Et bon, du coup, c'était un peu trop tôt. Et pour l'anecdote, moi j'étais... Donc là, il y a tous les médias. Moi, j'étais pas ici, j'étais dans les gradins, beaucoup plus haut. Et j'étais en train de filmer, sauf que mon appareil a coupé juste avant parce que j'avais plus de batterie. Et oui, Damien, il avait pas regardé la batterie de son appareil. Du coup, bon, bah, l'appareil a coupé juste avant. Et je n'ai pas ces images. C'est pour ça que vous ne le retrouvez pas dans le Pure Drift qui est sorti hier. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez le voir. J'ai essayé de le monter assez rapidement. Une battle à l'image de la saison de Clint. Et en vrai, Clint, ça allait un peu mieux quand même sur cette finale. En tout cas, il s'en sortait mieux. La voiture, elle est quand même mieux.
Mais du coup, oui, effectivement, ça se finit un peu comme l'image de sa saison, c'est-à-dire une saison très compliquée, une saison avec une nouvelle voiture qui a pas été. Et du coup, ouais, regardez la puissance du choc, ça a déplacé les murs, alors qu'en plus ces murs ils sont faits exprès pour cet événement, je crois qu'ils sont vraiment beaucoup plus lourds que les murs qui sont mis habituellement. Mais bref, du coup, ouais, la puissance du choc, ça a dû bien défoncer la voiture. Et pendant ce temps-là, du coup, Alan Hines qui continue son run. Regardez la voiture, comment elle est détruite. Donc je sais pas s'il va devoir refaire un châssis pendant l'intersaison. Mais en tout cas, ouais, le choc était bien violent. Lui, là, il va bien. Je m'attendais justement à ce qu'il soit bien sonné, parce que le choc, il était important. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu Nakamura qui a sorti McKeever, alors que McKeever, il avait gagné ici l'an dernier. Donc assez important. On a eu aussi Espenrod, je vous disais tout à l'heure, qui est en force, du coup qui a avancé contre Piotr Visek suite à la casse, et du coup là qui a gagné son top 16 contre Keski Corpi. Donc encore une belle performance. Et dernier fait marquant, vous savez qu'on allait en parler. Le choc entre Adam Elzy et Jason. Alors attendez, quand je le mette sous nos yeux. Hop, c'est là. Du coup, la première phase se passe bien. Jason fait encore un bolide. Et en vrai, Adam Elzy est bon, mais il y avait quand même moyen pour Jason d'aller chercher une victoire. Il était pas, il y avait de la place pour faire mieux. Là, regardez, là il se rapproche, mais il y a quand même cette petite distance. Hein. Là, en plus, Jason laisse bien la place à la transition. Là, Jason est pas vraiment... Voilà, là, il aurait pu être plus profond hein, dans le clip ici. Ça sort un peu tôt du clip. Sachant que Adam Elzy, il était dans les plus rapides du week-end. Mais du coup, bon, ce run se passe bien. Hein. Ce run se passe bien. Malheureusement, c'est la suite qui va être triste. Ah, oups. Et du coup, là, sur le battle retour, juste sur la prise d'élan. Contact. Compliqué comme situation. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on a Adam Elzy qui vient bien large pour faire son appel contre appel. Et Jason qui était vraiment direct dans son pare-choc. Et il n'y avait pas la place quoi. En fait, est-ce que Adam Elzy fait son appel contre appel hyper tôt? Est-ce que... Alors, il allait complètement vers l'herbe. Et en plus, il est à l'arrêt. Alors du coup, ce qu'ont dit les juges, c'est que ils ont regardé si Elzy avait décéléré ou s'il était trop lent. Et du coup, non, c'était pas le cas, donc apparemment il était pas lent. Moi, ça me paraît pas non plus qu'il est lent. Hein. Et du coup, sur sa vidéo sur YouTube, on voit le on-board. Et non, il est à une vitesse normale. Par contre, ce qui est un peu plus visible, c'est qu'on dirait qu'il perd un peu le contrôle de la caisse, comme s'il s'attendait pas à ce qu'elle dérive maintenant en fait. Donc je pense que c'est une décision compliquée parce que en fait quand on voit Adam Elzy, on se dit ça se trouve il a perdu sur ses vidéos YouTube, on voit qu'il est plus à gauche que d'autres runs. Bah du coup en fait on peut se dire oui, il a peut-être perdu le contrôle ou alors il était plus que d'habitude à gauche en fait. Maintenant, ce que les juges disent, c'est que il est pas dans l'illégalité d'être à gauche en fait. Même s'il est plus à gauche que ce qu'il est d'habitude, c'est pas
il est pas dans l'interdiction d'être à l'endroit où il est. Et effectivement, Jason lui laisse pas non plus la place. Maintenant, ce qui est du coup plus bizarre, c'est que en fait, on a l'impression qu'il perd le contrôle de sa voiture. Donc c'est vraiment chiant comme situation. Y a pas d'autre mot. Alors, Elzif a fait un coup bas. Pour moi, il est tellement excentré, c'est suspect. Non, c'est pas volontaire pour le coup. En fait, bah, attendez, on va se mettre, on va se mettre rapidement. On va se mettre rapidement le on-board de Adam. Chaleur, chaleur. Si ça veut bien se lancer, évidemment. Il a pas ralenti à la télémétrie, mais il accélère pas fort. On essaie d'échapper à l'emprise d'Adam en ce moment même alors que la bilan. Surveillez. Pourquoi il y a un... Pourquoi j'ai une voix en arrière-plan là? Je veux pas moi. Alors ça c'est le run chase. Alors, c'est là. En fait, il est pas particulièrement lent. En fait, si vous voyez, il allait mettre son clutch kick, donc ça veut dire qu'il allait initier son appel contre appel. Et c'est juste à ce moment-là que ça a tapé en fait. Moi ça me choque. En fait, en vrai, en vue intérieure, ça me choque pas. Ça me choque pas. On dirait pas non plus au niveau de la gestuelle des bras qu'il perd le contrôle. Mais effectivement, il a l'air vraiment beaucoup à gauche. En fait, il allait vraiment chercher les limites. Parce que là il met son clutch kick. Donc en fait, il s'attend vraiment à prendre large. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se mettre... Attendez, on va se mettre... la télémétrie. Parce que ça, c'est une des choses qu'on a la chance d'avoir. En fait, le Driftmaster utilise une télémétrie qui est accessible par tout le monde. Et du coup, on peut voir, et c'est une télémétrie vraiment, vraiment carrée. Pour le coup, on a des rendus 3D et tout. Si on peut... Voilà. Nous, on était en top 16. On va chercher... Ah, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Ben, on va chercher Jason alors. Jason. Ah, en fait, on va avoir que le premier run. À cette position, jamais il chope l'entrée de la zone. Non, moi ça me choque pas. Hein. C'est juste qu'il fait un énorme appel contre appel. Et aussi, j'ai l'impression qu'il a le temps de redéclencher. Bah, en fait, une fois que le contact est arrivé, en fait, il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Est-ce que la voiture, elle est... Quel état est la voiture? Est-ce que je prends pas un risque à déclencher et à finir dans le mur? Donc en vrai, et puis en fait, il se dit, ok, il y a eu contact. Qu'est-ce qui se... Enfin, il y a une décision qui va être prise. En fait, ça sert à rien de redéclencher. Même si on peut dire pour le beau jeu, ça sert à rien. Bah c'est triste du coup. Y a pas le... C'est bête, moi qui voulais vous montrer ça.
Ah, je l'ai pas vu passer. Attendez, pourquoi je le vois pas? Je suis aveugle. Ah, Jason. Oh, bah du coup, oui, en fait, il n'y a pas... Il n'y aura pas le run. Je vais quand même vous montrer un run pour que vous voyez le fonctionnement de la télémétrie. Mais... Voilà. Voilà ce que ça donne à Trinity. Je trouve ça vraiment quali. Je trouve ça vraiment sympa. Mais du coup, oui, l'idée ici, c'est pas de chercher un méchant ou un gentil. Mais juste, c'est des choses qui arrivent. Là, là, en fait, les juges, ils ont dû trancher. Est-ce qu'ils auraient pu mettre One More Time dans le doute? Je sais pas si c'est possible déjà. Voilà pour ce qui est de l'accrochage. Malheureusement, du coup, Jason finit sa saison là-dessus. C'est un peu triste. Le principal, c'est qu'on le voit ce week-end à Charade. Mais du coup, il finit sa saison européenne là-dessus. Je sais pas du tout c'est quoi encore ses plans pour l'année prochaine. J'espère que ce sera encore une saison de Driftmaster. Parce que clairement, il a fait une très bonne saison cette année. Et au final, là, il peut que progresser. Donc on va suivre ça pendant l'intersaison. Une gorgée de Oli, pardon. On enchaîne avec le top 8. On a eu Nakamura qui a battu Heinz. Nakamura qui commence à... Là, on commence à sentir qu'il est chaud. Qui est aussi... c'est l'un des plus rapides. Je sais pas si je vais réussir. Salut, tu peux nous donner le lien du site STB? Oui. Je vais vous le mettre dans le chat. J'avoue que moi je l'ai juste... Je sais plus d'ailleurs où je l'ai trouvé. Mais là du coup vous aurez que les données de... Vous aurez que les données de la Pologne. Alors attendez. Après ouais, j'aimerais bien vous montrer, j'ai vu passer sur Facebook un post où en fait on voit Naoki. Hop, voilà, ça c'est pour le site. Où on voit en fait la voiture de Naoki qui fait limite un wheeling au départ. Alors. Voilà, c'est là. Alors. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors. Hop, on va se le mettre en grand écran. Je sais pas si vous allez bien le voir sur le live. Mais en fait, on dirait vraiment que au départ, la voiture, elle saute. C'est pas genre impressionnant. Regardez-moi ça. C'est là qu'on voit le grip qu'il doit y avoir sur la caisse de Naoki. Impressionnant. Bref, du coup, comme j'ai dit, il a sorti Heinz. Korpulinski bat Elzy. Et là, on commençait à avoir vraiment le... Donc forcément, le stade qui était un peu deg de ne pas pouvoir soutenir Visek. Sachant qu'en plus, dans les sièges du stade, sur plein de sièges, ils avaient mis des trucs spéciaux avec écrit Visek, machin, pour le soutenir. Mais du coup, ils étaient un peu frustrés de ne pas avoir leur Polonais à soutenir. Du coup, au final, là, Korpulinski fait une belle perf, il arrive en top 8 et il bat Elzy pour aller en top 4.
Là, on commençait à avoir le stade qui commençait à mettre de l'ambiance pour Korpulinski. Hein. On commençait à sentir qu'il y avait du patriotisme dans l'air. On a Connor Shanahan qui bat Espenrod. Du coup, Espenrod qui a quand même été jusqu'en top 8. Une belle perf. Et on a eu une battle Jack Shanahan contre Dean. Et avec un petit crash à la clé. Et je vais vous retrouver ça. Forcément, je suis plus sur la bonne vidéo. Et ouais, crash entre Dean et Jack. Bon alors du coup il n'y a que Jack qui se met dans le mur. Hop, ici. Dean c'est assez étonnant parce que pour le voir en vrai, au final il est assez lent avec la Mustang. C'est clairement pas dans les pilotes les plus rapides. On pourrait attendre justement que ce soit une RTR, ça puisse être rapide. Et au final, je sais pas si c'est un réglage qui est comme ça, mais la RTR est plutôt lente. Et on le voit que c'est quand même compliqué à emmener un châssis aussi lourd. Du coup, comme vous l'avez vu là, le crash de Jack, c'est dommage parce que ça commençait bien. Mais du coup, ouais, Jack qui fait pas la meilleure saison. Il finit quand même 3ème du championnat, attention. Et du coup, ouais, le crash. Au final, il est quand même plus impressionnant qu'on le pense, parce qu'il doit quand même être sorti par des panneuses. Et d'ailleurs, on a un petit moment de rage de Jack. Ah oui, la voiture qui a pris feu, du coup. Pas convaincu de la Mustang en Europe après cette saison. Ah, forcément, c'était un pari. Franchement, on s'est toujours dit ah, qu'est-ce que ça donnerait une RTR alors qu'on voit Jack qui est en train de rager. On s'est toujours dit ah, qu'est-ce que ça donnerait une RTR en Europe, etc. On s'est toujours dit ah, mais ça serait énorme, ce serait. Enfin, littéralement, ce serait trop gros. Ce serait le bazar. Et effectivement, ça s'est un peu confirmé. 1200 chevaux doit pas trop passer au sol. Bah, au final, avec les pneus qu'il y a au Driftmaster, si, normalement ça passe. Mais du coup, en fait, c'est pas un problème de puissance, c'est plutôt un problème de maniabilité. En Formula Drift, on a des tracés qui permettent des transitions plutôt lentes. Alors qu'au Driftmaster, on est obligé d'avoir beaucoup de transitions assez rapides. Et comme il le disait, James Dean, il expliquait que sa voiture est tellement longue que quand il doit faire les transitions, en fait, quand il est contre un mur, forcément, il doit être plus en avant, parce que sa voiture est plus grande que son leader. Par contre, quand il doit faire les transitions, il doit reculer beaucoup plus vu la longueur de la voiture. Donc ça rajoute énormément de temps comparé à une petite voiture comme des GT86. Après, je pense quand même que ça peut évoluer. Je pense quand même qu'il n'est pas arrivé au max des capacités de la voiture. Donc, et puis je pense qu'avec le budget envoyé sur ce programme, je pense qu'il fera au moins une 2ème saison avec. Et je pense que vu que là il vient de remporter son 2ème titre avec RTR, je pense que ça va continuer aussi aux US. Donc tout ça c'était pour les top 8. Les top 4, on a eu Korpulinski, le héros national dans le stade, qui bat Nakamura, donc qui va en finale, et Connor Shanahan qui bat James Dean, qui va également en finale. Donc là on a Shanahan qui, après avoir gagné le titre de champion du Driftmaster, qui va prouver pour dire regardez, c'est pas juste un titre, regardez, je vais encore gagner cette dernière manche. Et Korpulinski qui était en quête de gagner à domicile. Jack qui s'énerve comme ça, c'est pas top pour l'image de la team. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est un sanguin, comme on peut dire.
Et en fait, oui, comme il le dit, en fait, il est juste, il est juste. Ah, je trouve pas le mot en français. Disappointing, disappointed. Il est déçu de lui-même. Voilà. Du coup, on a eu une petite finale. Nakamura contre Dean. Hop, je vais vous la mettre. Hop. Et là, clairement, Dean avait juste pas la vitesse qu'avait Nakamura. Là, on voit en fait Nakamura, il est dans la porte tout le long. Là, en fait, on voit que les deux voitures sont pas sur la même. C'est bizarre de dire ça, hein, mais on voit que les deux voitures bougent pas à la même vitesse, quoi. Très frustrant, c'est one more time à répétition pour Connor. Oui. Et d'ailleurs, oui, on en parlera après pour la finale. Et du coup, là, j'avais du mal à voir, avant ce dernier virage, à qui est la faute d'avoir perdu la ligne. Parce que j'arrive pas à voir s'il y a eu contact ou si c'est juste Dean qui a pas la ligne, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit contact quand même. Parce que du coup, on va le voir à la fin. Hop, je vais mettre le battle retour. Les voitures avaient très chaud, hein. Il faisait chaud, en plus dans le stade. Du coup là on voit Dean qui a... Là regardez, Dean en fait il vient dans la porte mais du coup la voiture est tellement longue qu'il se prend le mur derrière. Mais alors du coup je suis en train de me dire... Parce qu'en fait vous allez voir après mais Dean est un peu surpris de la décision. Il est un peu surpris que ce soit Nakamura qui gagne. Et du coup j'essayais de comprendre pourquoi parce que moi ça me sautait pas aux yeux pourquoi Dean aurait gagné. Après je me dis en fait sur le premier contact là au virage, j'ai l'impression que c'est Nakamura qui touche en premier le mur et du coup le fait que Dean touche le mur ça serait une erreur de lead en fait. Ouais. Il y a quand même un contact de Nakamura devant. Après ça a pas l'air non plus de trop gêner Dean, hein. Il est quand même là. Mais là du coup vous pouvez voir là il n'y a pas de proximité. Pas de proximité de la part de Dean. Donc en vrai moi je trouve que c'est à peu près c'est assez logique comme décision. Et là clairement Nakamura il était en show sur cette manche donc plutôt mérité. Ce qui va nous emmener à la finale. Et on va se mettre plutôt pas le one more time, on va se mettre plutôt la première battle. Non, ça c'est la deuxième. Non, c'est pas la première battle. Attendez. Ah, j'ai pas noté. Voilà, c'est là. Donc là, c'était one more time. Hop. Et alors du coup, moi sur cette battle, salut Thibaut. Sur ce battle, j'ai trouvé quand même que Korpulinski était au-dessus de Shanahan et du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait eu One More Time. Et alors j'ai ma théorie, mais on va d'abord se mettre le deuxième run. Je vous laisse apprécier ces belles battles. Alors déjà du coup il y a cette petite distance au début mais après elle est largement comblée. Mais là regardez Korpulinski, la proximité, l'agressivité qu'il met, il a plus d'angle que Connor. Et là il reste beaucoup plus au contact comparé à Connor pour son run d'avant. En fait ce qu'on peut pas enlever à Connor c'est que il a tous les clips comme il faut et il est très proche du mur. Alors que quand on regarde Korpulinski sur son run lead, bah, la seule erreur qu'il fait c'est ne pas être à fond dans les zones.
Là, on voyait, il était un peu loin. Ici, tout va bien. Là, on commence à s'écarter un petit peu, mais ça va encore. Et ce sera vraiment le dernier clip où bah, il est pas à fond au mur et on dirait qu'il veut un peu s'extraire hein, de la battle. Là, vous voyez, il est assez loin du mur. C'est du détail, mais je pense que c'est avec ça que les juges ont décidé que c'était un one more time. Pour le coup, je l'aurais quand même mis. En plus, il y a eu un vote pour Korpulinski. C'était aussi l'occasion de faire gagner un local en Pologne. Donc, j'avoue que je l'aurais mis pour Korpulinski. Mais bon, du coup, les juges ont dit one more time. Et du coup, ça, c'est le one more time final. Sachant qu'en plus, quand Conor avait eu son titre en 2023, et bah, c'était contre Korpulinski. C'était si il battait Korpulinski, il avait le titre contre Heinonen, je crois. Ah, j'ai pas vu à qui a fait l'erreur. Ah, là, c'est plutôt Korpulinski qui met un peu trop d'angle. Du coup, qui gêne un peu Shanahan. Donc, effectivement, là, Shanahan gagne un peu des points. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une petite correction, ouais. Grosse correction pour Korpulinski. Là, clairement, il y a clairement avantage sur Shanahan. Dommage, j'ai loupé les runs précédents et l'attaque violente de Jason sur Adamasi. Bah, t'inquiète pas, normalement, il y aura la rediff sur la chaîne VOD sur YouTube. Du coup, tu pourras tout récupérer. Et du coup, dernier run. Dernier des derniers run de la saison. Et là, je vous dis pas, là quand il y avait Korpulinski, il y avait clairement une grosse ambiance dans le stade. C'était assez. Enfin, c'était pas assez impressionnant, c'était impressionnant. Les flammes, tout ça, c'était fou. C'est dommage, hein, parce que Korpulinski, il fait un chase de fou. Et c'est juste sur le lead où il a pas assuré. Mais bon, c'est comme ça que ça se termine. Shanahan vainqueur. Du coup, là sur le One More Time, oui, c'est assez logique. Mais effectivement, comme disait Snow, il y a un peu ce One More Time jusqu'à ce que Conor gagne. Bon. Mais du coup, bah, quand même, belle grosse performance de Korpulinski à domicile devant ses fans. Je pense que ça rattrapait au moins le fait que bah, Claude Visek n'ait pas été sacré champion. Même si ça aurait été incroyable dans le stade. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette manche? C'était une belle manche en vrai, on a eu des très belles battles. Le seul problème c'est que bah, c'est une manche qui manquait d'enjeu. Le fait que le titre s'est joué en fait dès les top 32, bah, ça a gâché pas mal le suspense en fait pour la suite. Et bah aussi forcément Jason qui perd un peu sur cette note amère. Ça a enlevé aussi de l'enjeu dans la compétition. Alors que franchement Jason aurait pu aller plus loin. Mais voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette manche, moi c'était mon avis. On a quand même eu des belles battles, ça c'est sûr. Pour y avoir été en vrai, on a eu du spectacle et de l'ambiance. Sachant que nous on n'a pas les commentaires en anglais, on a les commentaires en polonais. Et le chauffeur de salle polonais, il était bien réveillé. Mais d'ailleurs, je sais pas comment il avait encore de la voix au bout des 3 jours. Voilà. Je vous propose maintenant de faire un petit bilan, comme vous le savez. Ah d'ailleurs, je viens de me rendre compte que le texte était mal positionné. Hop. Voilà, c'est mieux. Je disais du coup
Alors, Snow déçu dans l'ensemble, mais content pour Nakamura. Oui, du coup, Nakamura qui finit 3ème. C'est son 2e podium, je crois qu'il avait déjà fait une 3ème place. Si je dis pas de bêtises, c'était en Suède. Il y a 2 ans, du coup, 2023. En vidéo, elle restait un poil fade, comme un bon plat avec un manque d'assaisonnement. Alors, en fait, du coup, comme il n'y a pas eu d'événement hyper marquant et il y a eu pas un championnat qui s'est joué, effectivement, en fait, c'était un peu fade. Donc oui, je suis d'accord avec ton commentaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est comme vous savez, à chaque début de saison, on fait des tier lists, un peu des, c'est pas vraiment des tier lists, plutôt des prédictions sur comment aller se terminer le championnat, enfin en tout cas les classements du championnat à la fin de la saison. Et du coup, je vous propose qu'on aille comparer ça, du coup faire le bilan de ce qu'on avait prévu en début de saison. On avait fait la tier list avec Nico, je sais pas si vous vous en rappelez. Et du coup, on va voir. Alors, je sais déjà qu'il y en a plein où on avait bien faux. Je vais me prendre les classements. Du Driftmaster en direct. Maintenant que la saison est finie. Alors. Hop, je mets ça sous les yeux. Sachant que. Petit bonus, on a eu la France en 10ème position. Jason qui est venu mettre la France en 10ème position. Franchement, pour un pays où il y a un seul pilote, je crois que tous les pilotes du dessus, à part Israël et Japan. Alors Japan, du coup, il y a eu plusieurs wildcards. Mais du coup, tous les autres sont des pays avec plusieurs pilotes, je crois. Donc, bah, c'est cool d'avoir un pays où, avec un seul pilote, on arrive à faire autant de points. Du coup, donc ça c'est la tier list qu'on avait fait. Désolé, elle est en qualité horrible parce que j'ai pas réussi à la retrouver. Du coup, je l'ai pris en capture d'écran sur le live qu'on avait fait. Du coup, on avait procédé comme ça. Attendez, je bois un petit coup parce que j'ai plus de voix. J'ai plus de voix et j'ai plus de Oli. Donc on va finir comme ça. Prétendant au titre. Donc on avait mis 4 prétendants au titre. En fait, on prenait en compte les... En fait, on faisait un pari sur les 4 qui allaient jouer le titre. Et du coup, ça complétait aussi le podium si ils n'avaient pas le titre. Du coup, on avait mis Dwayne McKeever parce que bah, il avait fait une bonne saison la saison d'avant. On avait mis Dean, on avait mis Heinonen, forcément champion en titre 2024, et Visek parce qu'on sentait qu'il allait revenir en force cette année avec la Supra. Du coup, est-ce qu'on a eu bon ou est-ce qu'on n'a pas eu bon? Forcément, McKeever, il a eu beaucoup de problèmes mécaniques cette année. Il a terminé. Oula, il a terminé vraiment loin. Ah non, attendez. C'est ça qui va être long en fait. Je vais trouver dans la liste parce que je suis nul. McKeever, ok. 20ème McKeever. Ah ouais, c'est vraiment la saison horrible. En même temps, il a fait Round 1. Bon, Round 1, ça a été annulé, c'était l'Italie. Round Espagne, 0. Et ensuite, bah, quand on regarde, au final, c'est du top 16 à chaque fois. Top 16 ou top 32. Donc, McKeever qui a pas dépassé les top 16 cette année. Ah, c'est triste. Hein. Ça fait mal. Du coup, bon, bah là, on s'est vraiment bien gouré. Dean. Dean 5ème. On n'était pas trop loin. Heinonen, pour le coup, lui, il a fait une saison assez décevante par rapport à ce qu'on attendait. 7ème. Après, je crois qu'il a eu aussi des pépins mécaniques. Je crois qu'il a fait des moteurs. Il a fait pas mal de problèmes cette année. Mais il avait quand même pas le niveau auquel on l'attendait par rapport à l'année dernière. Visek. Bon, Visek, il aurait pu remporter le championnat, sachant que, au final, quand on regarde, la manche en Espagne,
à cause de son crash, il a pas fait les top 32. Donc franchement, ça aurait pu... Enfin, du coup, on l'avait bien placé. Maintenant, top 4 à 10. Jack, on l'avait mis... Je crois qu'on avait fait dans l'ordre. Hein. Je crois que ça faisait du coup 5, 6, 7, 8, 1. Du coup, Jack, 3ème. Donc lui, on aurait pu mettre plus haut. Son frère aussi. Shannon, bah, du coup, plus haut vu qu'il a gagné. Pézur. Pézur, 6ème. Ok, là, on a été bon. Rintanen. Ah, Rintanen, on s'est gouré. Ouh, Rintanen, 16ème. Rintanen 16ème, donc lui, déception du coup cette année. Falvi. Falvi aussi, que je trouve qu'il a pas fait. Ah, 10ème. Donc on n'est pas trop loin. Mais pareil, je l'attendais un poil plus haut. Chirba, lui ça a été décevant aussi, je crois. Chirba, 25ème. 25ème Chirba. Piscolti aussi, je crois un peu décevant. 24ème. Bah les deux, du coup, on les avait bien mis à côté. Mais juste pas au bon endroit. Ensuite, on note dans le top 10. Du coup, pour l'instant, là, on peut déjà voir les belles déceptions cette année. Hein. Chirba, Piscolti, Rintanen, McKeever. McKeever, je le mets un peu à part parce que bon, il a eu une saison en termes de mécanique assez compliquée. Alors, dans le top 10, Orjan Nielsen. Bah, lui, c'était pas une bonne saison non plus, non? Il est 18ème. Bon, top 10, top 20. On était quand même loin, mais il est dans la catégorie. Cavilla. Pour l'instant, il n'y en a aucun où on a eu exactement bon. Cavilla, on l'a sous-noté. Il est 9ème cette année. Mais bon, on n'est pas trop loin. Prishkonski, 17ème. Lui, pour le coup, on l'a mis un peu trop haut. Ouh, Clint Van Hort. Celui-là, il va faire mal. Clint Van Hort, clairement, on attendait beaucoup plus cette année. On l'a mis 14ème. Il est 28ème. 28ème cette année. Clint Van Hort. Clairement, le pari de la nouvelle voiture a pas payé du tout. Hein. Je crois que je pense qu'il avait fini plus haut l'année dernière. Bon, Zalewski. Ça, pour le coup, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse quasiment pas la saison. Zalewski, il va finir très bas, je pense. Ouais. En fait, c'est le dernier sans compter les wildcards. 52ème. Clairement, bon. Gros flop cette année. Nakamura, on l'avait mis quelque chose comme 16ème ou 17ème. C'est chaud les dégringolades de classement. Mais c'est justement pour ça qu'on fait ça. Pour se rendre compte en fait à la fin de saison qu'est-ce qui s'est passé. Je parlais de du coup Nakamura. Nakamura du coup il doit être plus haut que ce qu'on pensait. 11ème, ouais. Il est pas très loin, mais du coup, quand même beaucoup plus haut. Poitalaxo. 19ème. On n'est pas trop loin. Qu'est-ce qui corpille? Top 10, top 20, qu'est-ce qui corpille? 13, ok, on l'a un peu sous-noté. Itai Sade, ou lui aussi on doit l'avoir sous-noté parce qu'il a fait un début de saison du coup de fou. Après c'était un peu plus compliqué, mais gros début de saison. Je crois qu'il fait quoi? Il fait 2ème en Espagne, derrière Andalou. Itai Sade, 14ème. Ah non, ok, je le voyais un peu plus haut. 14ème, bon. Je me dis, même si on n'a pas exactement le classement, on a quand même mis les pilotes dans leur bonne catégorie, top 10, top 20 à chaque fois. On n'a pas été trop mauvais. Et Jakub Kroll, qu'on a mis 20ème. Là, je pense qu'on s'est un peu gouré. Parce que il est... où? Je suis aveugle, pardon. Ah, Kroll, pardon. 21ème. Ah mais non, en fait. On est carrément bien.
Je l'attendais beaucoup, je regardais plus haut. 21ème. Ah bah non, en fait, on est nickel. Top 10, top 20. Du coup, il est juste après. Mais du coup, on est bon. On avait mis Jason, top 20, top 30. À la porte des top 20. Pour une première saison. Et on est 22ème pour Jason. Donc, bah pareil. On est plutôt pas loin. Donc, franchement, bonne saison pour Jason pour une entrée en matière. C'est solide. Ensuite, Randalou. Donc là, on est entré dans le top 20, top 30. Randalou. Ah. Alors là, Randalou, on s'est bien gouré. Randalou, on est habitué au coup d'éclat, mais c'est fou parce que j'ai pas tant de souvenirs que ça, que la saison est incroyable. Du coup, forcément, je me souviens du premier round qui remporte. Ça, forcément, là, il a marqué énormément de points. Après, pour la suite, on a quoi? On a un top 16, deux top 16, deux top 32 et deux top 16. En fait, du coup, il y a eu un coup d'éclat dans la saison. Ça, c'est peut-être un top 8. On a eu un coup d'éclat dans la saison. Et par contre, après, ça a été plutôt moyen où on s'est arrêté max au top 16. Mais bon, du coup, il finit 8ème du classement général. Donc là, clairement, bien sous-noté. Ensuite, Yarko Lilia. Alors là, c'était du coup le pilote pour moi qui se battait avec Jason pour la place de Rookie of the Year. Et du coup, ils se sont un peu battus toute l'année. Donc nous, dans notre classement, on avait mis Jason. Forcément, on était français, on allait mettre notre petit en tant que Rookie of the Year. Finalement, c'est quand même Yarko Lilia qui a remporté le prix de Rookie de l'année. Et du coup, forcément, il est un peu au-dessus. Voilà, il est là, 15ème. Donc on l'avait un peu sous-noté. On sait qu'il fait de belles choses. Après, on l'avait jamais vu sur une saison complète. Mais bon, du coup, il a assuré pas mal. En vrai, ils se sont quand même suivis avec Jason. Il y a juste enfin, comme Jason s'est pas qualifié en Allemagne, il a perdu beaucoup de points là-dessus. Et du coup, Yarko Lilia, je crois qu'il a fait top 16 là-bas. Donc ça a joué pas mal. Ensuite, Zakouril. Zakouril, c'était la grosse question quand on a fait la tier list, parce que forcément, il arrive avec un nouveau moteur. Un nouveau moteur, surtout au Drift Master, ça veut dire beaucoup de développement et pas beaucoup de résultats. Finalement, ça a été quand même l'inverse, parce qu'on l'a vu beaucoup, Zakouril, cette année. Il a fait beaucoup de performances, mais en même temps, il a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Et j'arrive même pas à me situer. Voilà, 12ème. Donc 12ème, c'est quand même une belle perf quand on fait un nouveau programme, un nouveau moteur et qu'on change beaucoup de choses. Donc difficile à prévoir celui-là. Mais du coup, assez pertinent par rapport à ses compétences, même si je sais pas s'il aurait fait aussi bien avec son V8. Surtout que au final, quand il avait le V8, ça marche. Enfin, il avait quand même beaucoup de problèmes mécaniques aussi. Hein. On se souvient qu'il prenait souvent feu. Il a fait combien de blocs au final? De ce que j'ai compris, c'est entre 6 et 8 ou 10. Hein. Ah, peut-être 10, ça me paraît beaucoup. Mais entre 6 et 8, ouais. Sachant qu'il en a encore fait un à la finale. Ensuite, Diogo Correa. Diogo Correa, c'est bizarre parce que du coup, on sait qu'il a le talent pour être dans le top 10. Et pourtant, là, au fur et à mesure des années, il n'arrive plus à exprimer tout son talent. Et du coup, on le retrouve 27ème place. Du coup, il est quand même dans le top 20, top 30. On l'avait quand même bien placé, mais on ne le pensait pas quand même aussi bas. C'est triste parce que Diogo, franchement, c'est un pilote... C'est un pilote qu'on apprécie. Thibaut Pacifiable, le Volkswagen. En fait, j'ai envie de te dire, c'est du développement. On essaye de sortir quasiment 800 ou 1000 chevaux d'un 4 cylindres. Forcément que ça allait casser. En fait, il explique qu'au début, il forgeait même pas les internes. Donc, en fait, c'est tellement pas cher comme moteur à préparer qu'il pouvait les enchaîner et c'était du développement. Il voulait savoir jusqu'à combien il pouvait sortir du bloc avant de le casser. Donc c'était du développement. Et il pouvait se permettre d'en casser plein. Donc au début, il a essayé sans mettre vraiment de la préparation, beaucoup de préparation dedans. Après, quand il a vu que ça cassait beaucoup,
Il a décidé de forger les internes, préparer plus la culasse. C'est ce qu'il expliquait beaucoup. C'est très important de bien préparer la culasse sur ses moteurs. Et du coup, là, il arrive à que ce soit plus fiable. Au final, il en casse quand même. Donc, on verra ce qu'il va faire pour l'année prochaine, mais visiblement, il a l'air vachement satisfait du moteur. Donc je pense qu'ils vont le fiabiliser avec le temps. On disait Pontus Hartmann. Bah, Pontus Hartmann, on l'a pas beaucoup vu cette année parce que il a été lâché par son sponsor principal. Et du coup, il a pas fait. En fait, il a fait, je crois, 2 ou 3 manches cette année. Du coup, bah, on le retrouve. On le retrouve où? On le retrouve même pas dans le classement général? Il est où? Hartmann, il est là. C'est marrant parce que regardez, Pontus Hartmann, du coup, il a fait une seule manche. Et au final, il est quand même devant un Bagzi Biaggioni. Il en a fait 3. Et qui s'est jamais qualifié. Ceci étant dit, du coup, bon bah là on avait tort, mais on pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse quasiment pas la saison. David Sposob, on avait mis dans le bout du classement. Comment est-ce qu'il s'en sort? 26ème. Oh, est-ce qu'on n'a pas raison là? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ah, de une place. J'ai joué une place. Et la Coco. Et la Coco, franchement, grosse déception cette année. Et la Coco, qui a fait beaucoup de Drift King, je crois qu'il a gagné le Drift King, hein, même plusieurs fois. Qui est là depuis longtemps dans le game. Qu'on allait voir enfin au Drift Master, et au final, 38ème. 38ème cette année. Grosse déception. Je crois qu'il a eu quand même pas mal de problèmes mécaniques aussi, et on a l'impression qu'il n'était pas vraiment prêt pour faire une saison complète. Donc bon. C'est le genre de pilote, voilà, on sait pas si on les reverra l'année prochaine. Je sais pas comment ça se passe pour les sélections. Je crois que c'est les 3 derniers du classement qui sont éjectés. Et du coup, cette année, les 3 derniers du classement, ça va être qui? S'ils considèrent que Zalewski a fait une saison complète. Biaggioni aussi, alors que bon, bah voilà, c'est des pilotes qui n'ont pas fait toute la saison. Et du coup, ouais. Et la Coco est 3ème. Quoique, est-ce qu'il est 3ème? Non, il y a Igan avant. Il y a Igan. Ça un M marche fort, mais Seren n'était pas fou. Ouais, c'est ça. Après, quand t'arrives au Drift Master, toutes les caisses marchent fort. Hein. Ensuite, on a Black Smoke, donc Timu Peltola, qui lui a fait une saison vraiment catastrophique. Donc nous, on l'avait mis quasiment 30. Peltola. Alors que je ne le trouve pas. Attendez. Bah, pourquoi je le trouve pas? C'est moi qui suis aveugle ou quoi? À l'aide, aidez-moi. Je ne trouve pas Timu Peltola. Bah. Il a pas fini si haut. Non. Bah, il y est pas. Il est pas dans le classement? Attendez, si on regarde sur l'Instagram du Driftmaster. Ah, il n'y a même pas le classement. Même pas tous les classements. Et à la fin, là.
Ça c'est les classements de la finale. Alors. Ah c'est tout? Ah ouais, ils sont pas chiés. Bon bah soit je suis aveugle, soit il y est pas, hein, Team Peltola. Écoutez, on va passer à la suite. Bugsy Biagioni, on l'avait mis dans les 30. Du coup il est beaucoup plus loin. Forcément après quand on compte les wildcards. Mais du coup ouais, clairement décevant avec sa nouvelle voiture. Fionn Roche, il est un peu au-dessus quand même. Il est ici 32ème. 32ème, on l'avait mis 30. Et au-delà du top 30, on avait mis Davy Gann. Davy Gann qui est effectivement 40ème. Espen Road. Bah là, il nous a surpris quand même. Parce qu'il termine ici, 23ème, juste derrière Jason. Espen Road, on a eu vraiment un début de saison compliqué. Hein. Ici, pas qualifié. Même pas présent pour la... C'était quoi? C'était la Finlande ou c'était... Non, c'était peut-être Mondello. Même pas présent à Mondello. Et au final, la suite de la saison a été bonne. Hein. Top 8. Ici, top 16 et re-top 8. Donc, on a eu vraiment un début de saison compliqué. Et en fait, il a pris le rythme du Driftmaster et ça a été mieux. Donc, je pense que pour l'année prochaine, ça va aller. Ça va faire une belle progression. Je pense que ce sera un des pilotes à surveiller pour l'année prochaine. Et vous l'avez entendu ici en premier. Et en bon dernier, on avait mis Yves Meyer. Alors que Yves Meyer, il s'est quand même réveillé cette année. Il a fait quand même une belle progression. Et Yves Meyer, il finit ici, 33ème. Donc en vrai, on est quand même, voilà, 33ème, on est avec ce qu'on avait prévu. Mais du coup, bah on était pas si mal hein, dans les prédictions. À part du coup les grosses descentes aux enfers de McKeever, Rintanen, Sherba, Piscolti. Belle progression de Nakamura. Belle progression également de Randalou, c'est celui qui a fait la plus belle progression. Et pour l'ensemble, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'était tout pour le Driftmaster. On va conclure là. Rendez-vous ce week-end pour Charade au CFD. Tracé hyper rapide. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Je pense que ça va être assez compliqué pour les battles, surtout pour le pro. Sachant que niveau météo, normalement samedi ça va être très chaud. Donc beaucoup de la fumée, du chaud. Par contre dimanche ils annoncent énormément de pluie. Quasiment 5 cm de pluie. Donc je pense que ça va être des battles sur le mouillé toute la journée. Peut-être que ça va apporter de la proximité, et en même temps je pense que ça va apporter encore plus de désordre. Donc ça va être compliqué pour le show. Pensez si vous venez parapluie, cap de pluie, du chocolat chaud, j'en sais rien, enfin bref. Préparez-vous à ce que ce soit quand même la galère, des bots. Je pense que il y a certaines zones spectateurs qui vont être dans l'herbe, donc prévoyez tout ça. Et du coup, pour ceux qui se rendront là-bas, on se voit ce week-end. Et je vous fais plein de bisous. Je vais revenir comme ça. J'espère que ce live vous aura plu. On se verra sûrement la prochaine fois pour le live débrief de ce week-end, donc de Calmant. De Calmant, pas du tout. Ça y est, je suis fatigué. De Charade. Hâte de voir ça, vu que ça sera une nouvelle manche au calendrier. En plus, avec Jérôme Vassia en wildcard. Ça va être à regarder. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. On se dit du coup à la prochaine pour un live sur le débrief ou autre chose. Bref. Bonne soirée tout le monde. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao. I'm coming for the throne.